Bonjour YouTube, c'est Porcinou, bienvenue pour cette nouvelle tier list sur la SDA JCE TV. On est toujours occupé à classer les scénarios du jeu et comme vous voyez à l'écran, on avait fait les 3 premiers cycles ensemble et ce qu'on peut dire c'est que jusqu'ici c'était pas folichon puisque il n'y a pas beaucoup de scénarios mémorables jusque là. On avait commencé à remonter le niveau avec le cycle 3. On va voir si avec le cycle 4 on commence à avoir une tendance qui s'inverse dans laquelle on a plus de bons scénarios que de scénarios moyens ou mauvais. Et on va attaquer le cycle 4. Alors, j'ai rien compris à ce qui se passe dans le cycle 4 au niveau de l'histoire, donc ne me demandez pas. Je sais qu'il y a un truc avec le pays de Dain, mais je sais même pas où c'est le pays de Dain. Donc c'est pas sur moi qu'il faut compter pour vous raconter l'histoire. Euh, Dans la boîte de luxe du cycle 4, on avait comme d'habitude 3 scénarios et le premier scénario s'appelle Les Guets de Lizen. Alors, ce qu'on peut dire sur le cycle 4 déjà à ce stade-ci, c'est 2 choses. La première, c'est que c'est un cycle dans lequel il y a une mécanique qui va revenir systématiquement, mais quand je dis systématiquement, c'est, je pense, littéralement dans chaque scénario du jeu. C'est le premier cycle qui avait été réalisé avec Caleb en lead designer et dans une interview, il avait dit qu'il n'avait pas compris le principe de gimmick des campagnes, enfin des cycles, et qu'il pensait qu'il devait vraiment bourriner un concept sur le cycle. Donc il y a un premier concept qui est le concept de temps, que vous allez retrouver sur, il me semble, toutes les quêtes, voire même d'autres cartes. En fait, le principe de temps, je ne sais plus si on le retrouve dans d'autres scénarios par la suite, c'est qu'à la fin de chaque tour, vous retirez un compteur de temps. Donc ici, bah, on commence avec 5 compteurs de temps, et quand il n'y a plus de compteurs de temps, on déclenche généralement l'effet forcé. Donc ça, on va retrouver dans tous les scénarios. Et l'autre chose qu'on peut dire sur le cycle 4, de manière globale, c'est que c'est un cycle qui attaque très très fort la pioche et la main des joueurs. C'est un cycle dans lequel il faut être capable de vider votre main généralement le plus vite possible et garder le moins de cartes en main possible, grosso modo. Premier scénario, les guides Lizen. Il nous met tout de suite dans le bain, comme souvent avec les premiers scénarios d'un cycle, puisque ben, on va avoir en fait l'introduction de cette mécanique de temps, mais aussi des ennemis qui vont venir nous synergiser avec cette idée qu'on nous empêche de piocher, qui vont être de plus en plus méchants à mesure que notre taille de main augmente ou à mesure qu'on pioche. Donc par exemple, vous avez celui-là qui nous dit que quand on a au moins 3 cartes en main, il gagne renfort, et quand on a au moins 5 cartes en main, il gagne un point de menace. Il n'est pas très méchant, mais vous en avez d'autres qui sont plus méchants. Le barbare de Dain qui nous dit qu'à chaque fois qu'un joueur pioche une ou plusieurs cartes, il gagne +1 de menace jusqu'à la fin du tour. Si vous avez des moyens de piocher très régulièrement, par exemple en Dale, avec la capacité de Brand, ben chaque fois que vous piochez, lui, il monte sa menace. Notez que, et ça c'est un truc sur lequel on viendra avec le cycle 4, c'est à chaque fois qu'un joueur pioche des cartes. Donc quand vous jouez en multi, à chaque tour, lui, si vous jouez à 4 par exemple, il gagne 4 de menace déjà en phase de ressources, puisqu'il y aura 4 joueurs qui auront pioché une carte. Donc lui, c'est typiquement un gars qui, si vous jouez avec des decks entre guillemets classiques, c'est-à-dire dans lesquels vous piochez régulièrement, peut très rapidement monter à 10 de menace, vraiment, mais quand je dis très rapidement, c'est sans aucun effort, quoi. Vous jouez une somme de connaissances à 4, boum, il est déjà à 8 de menace le guerrier. Je sais pas, vous avez le berserker ici, quand un joueur engagé au combat avec lui pioche des cartes, il attaque. Donc lui évidemment il faut le tuer dès le tour où il vous engage, etc. etc. Bah écoutez, ce scénario d'introduction au cycle 4, moi je le trouve vraiment bon. Ils mettent très bien dans l'ambiance. On attaque le fait de, on pénalise le fait de piocher et de garder des cartes en main, mais c'est pas au point qu'on vous empêche de jouer au jeu, quoi. C'est-à-dire, ok, vous pouvez piocher des cartes, mais vous avez intérêt à ce que quand vous piochez des cartes, vous en faites quelque chose pour vous adapter au fait que il va y avoir des bricoles derrière. Ça introduit très bien les mécaniques du cycle. C'est emmerdant, mais sans pour autant être complètement cassé. Donc, ce premier scénario, les guides Lizen, je vais le mettre en A directement. Très très bonne introduction au cycle 4, je trouve. Il manque peut-être un tout petit quelque chose pour que ça aille dans le panthéon du jeu,
Mais clairement, c'est un scénario qu'on prend plaisir à jouer et qui a une bonne difficulté aussi. Deuxième scénario, chasse à l'orque. Alors, le principe de ce scénario, c'est quoi? C'est qu'en fait, au début de la partie, vous allez prendre, il me semble, 20 cartes de votre deck. Voilà, c'est ça. Vous retirez les 20 premières cartes de votre deck du jeu, vous les mettez de côté. Vous en faites un deck hors jeu et en fait, vous allez mélanger dans ce deck euh, Mogash, voilà, qui est 7 ennemis. Et régulièrement, ce deck donc de 21 cartes, hein, Mogash plus les 20 cartes joueurs, on va vous demander défausser, d'en défausser des cartes. Le but étant de faire rentrer évidemment en jeu cet ennemi-ci. Vous avez une mécanique qui est la mécanique cherche, il me semble que ça s'appelle comme ça. Voilà ici. Donc par exemple, quand ce lieu quitte le jeu en tant que lieu exploré, chaque joueur cherche 3. Donc en fait, dans ce deck de 21 cartes, vous regardez les 3 premières cartes. S'il y a un ennemi, c'est-à-dire s'il y a Mogash quand vous êtes en solo, vous le mettez en jeu. Et puis pour toutes les autres cartes, vous pouvez en garder une et vous virez les autres, il me semble, de la partie, ou vous les mettez dans votre défausse, je suis plus tout à fait sûr. Et donc ici, en fait, vous avez une mécanique dans laquelle, déjà, ça casse les decks combos, les fameux decks où tout le deck est pensé d'un seul tenant pour se vider. Ben là, on vous fait retirer la moitié quasiment de votre deck de la partie, donc vous ne pouvez pas vraiment jouer là-dessus, il va falloir jouer avec les 30 cartes que vous avez. Donc c'est pas mal foutu, vous savez pas exactement ce que vous avez dans votre deck, vous savez pas vraiment ce qui est de côté, donc il y a un petit élément de surprise, donc ça fonctionne mieux avec des decks dont les cartes sont fortes individuellement que des decks qui reposent sur des synergies. C'est un scénario qui peut vite dégénérer en début de partie, notamment on a parlé de la mécanique de temps. Mais dès le début de la partie, vous avez un truc ici, temps 2. Et quand le dernier compteur est retiré de cette étape, il faut révéler 2 cartes de rencontre par joueur. Là où c'est ennuyeux, c'est que vous allez rajouter des compteurs à chaque fois que vous avez un succès de quête qui vous ferait mettre des marqueurs sur la quête. Donc si vous mettez que des marqueurs sur le lieu actif, ça ne marche pas. Donc il y a 2 compteurs de temps. Et à chaque fois que vous obtenez un succès de quête qui devrait vous faire mettre des marqueurs ici, vous rajoutez des compteurs de temps pour littéralement gagner du temps. Le truc, c'est que en début de partie, ça peut vite dégénérer parce que il y a évidemment, je pense que vous avez compris qu'il y aura des traîtrises qui vont vous faire retirer des compteurs de temps. Soit vous infligez un point de dégâts à chaque personnage incliné, soit vous retirez un compteur de temps et ça rend fort. Donc, mettre un dégât à tous les personnages inclinés, c'est quand même très pénalisant. Ça arrive une fois, bon ok, ça arrive 2 fois, le compteur de temps, vous allez vite le retirer. Et vous pouvez vite vous retrouver dans le scénario échec de quête, vous révélez 2 cartes par joueur et ça dégénère. Une fois qu'on a passé ce premier moment critique en début de partie, en fait on va révéler Mogash. Il va falloir récupérer Mogash, grosso modo, enfin le vaincre pour le garder engagé avec nous. C'est comme ça qu'on va gagner la partie. En fait, il faut le faire prisonnier, quoi. Le scénario, il est pas si mal, mais il y a quand même quelques petits trucs qui sont, comme je vous ai dit, pas tip top en termes d'équilibrage. Cette carte, en fait, si elle sort trop vite, ça peut faire mal. Le fait qu'il y ait renfort, c'est très 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 pénalisant. Et là, on en vient à un gros problème du cycle 4 sur une grande partie des scénarios. C'est pas encore ici que c'est le plus marqué. C'est qu'en fait, l'équilibrage est complètement aux fraises en multijoueur. Et quand je dis multijoueur, à partir de 3 joueurs, il y a des scénarios qui ne ressemblent plus à rien. Ici, vous avez une carte qui vous fait retirer des compteurs de temps. Si vous jouez à 4, celle-là, vous allez très rapidement avoir de grandes chances de la révéler. Et ça dégénère parce que vous révélez 8 cartes de rencontre potentiellement. Encore une fois, si vous n'avez pas de désannulation en main, ça peut vite piquer très fort. Donc, c'est pas le pire, qu'on soit clair, mais il y a quelques petits problèmes d'équilibrage. Ceci étant dit, ça, c'est loin d'être un mauvais scénario, c'est juste que voilà, ces petits problèmes l'empêchent d'être un bon scénario. Donc chasse à l'orque, le deuxième scénario du cycle, je vais le mettre en B, dans la catégorie des scénarios que je considère moyens. Et on arrive sur le troisième scénario de la boîte du cycle 4, qui s'appelle Afangorn, qui est un scénario qui a une petite particularité.
Bon, bah, a priori, on se balade à Fangorn et vous avez des ennemis qui sont des Worms qui ne vous attaquent pas. En fait, quand ils sont engagés au combat avec vous, ils n'attaquent pas. Par contre, ils ont un mot-clé entrave qui vous fait retirer des marqueurs de quête à tous les tours. Alors, quand je vous dis qu'ils n'attaquent pas, ils ont des effets. Par exemple, celui-là, il vous dit forcer au début de chaque phase de ressources, le joueur engagé au combat avec lui doit augmenter de 2 sa menace. Celui-là, il vous dit au début de chaque phase de ressources, il vous attaque. Et celui-ci, il vous dit au début de chaque phase de ressources, vous devez infliger 3 points de dégâts à un personnage que vous contrôlez. Donc, malgré le fait qu'ils n'attaquent pas, ils sont quand même très pénibles quand vous devez les garder. Et vous voyez qu'ils sont très solides. Hein. Celui-là, il a 4 de défense et 8 points de vie. Donc ça pique. 4 de défense, 5 points de vie. 4 de défense, 6 points de vie. Donc ils sont très 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 solides. Et donc on en revient à ce truc dont je parlais, qui est le problème d'équilibrage sur le multijoueur sur le cycle 4. Ces ennemis, là, les Worms, en solo, ils sont complètement anecdotiques. Ils vont rien faire. Et notamment parce que le moins méchant, c'est celui-ci, qui vous fera monter, qui n'attaque entre guillemets que à 4, et qui vous fera seulement monter votre menace de 2 à chaque tour tant qu'il est engagé au combat avec vous. Évidemment, l'autre qui vous fait mettre 3 dégâts à un personnage à chaque fois, ou celui-ci qui vous attaque à tous les tours à 5 et qui a 8 points de vie, bah, c'est déjà plus costaud. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une grosse différence? Parce que vous avez une traîtrise, bien évidemment, vous l'avez compris, qui est en 4 exemplaires quand même dans le deck de rencontre, qui vous dit que chaque Worm engagé au combat avec un joueur fait immédiatement une attaque. Et s'il n'y a pas d'attaque effectuée de la sorte, chaque joueur doit aller chercher un Worm dans le deck de rencontre ou la pile des fausses rencontres et le mettre en jeu engagé au combat avec lui. En solo, en fait, vous pouvez aller chercher 4 fois celui-là, qui est pas très méchant, qui vous fait juste monter votre menace. Si vous jouez à 4, ben, la première fois que cette carte sort, tout le monde va en chercher un. La deuxième fois que cette carte sort, vous vous prenez des attaques. Bon, ok. Mais surtout, ben, si vous en avez déjà un comme ça en jeu et que la carte vous dit d'aller chercher un ennemi dans le deck de rencontre, ben, vous allez vous taper ceux qui sont plus pénibles. Et ça peut, comme je vous ai dit, vite dégénérer en multi. Ce qui va dégénérer aussi, c'est que vous avez des traîtrises qui, quand elles arrivent une fois sur la partie, euh, font rien. Enfin, elles piquent, mais ça va. Mais évidemment, en multi, ça va être une toute autre histoire. Par exemple, celle-ci, à court de nourriture, chaque joueur répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle, X étant le nombre de personnages qu'il contrôle. Donc si elle arrive 2 ou 3 fois sur un tour, je pense que vous avez compris que votre table, elle est rasée, y compris des héros. Besoin de repos, vous devez attacher ça à un héros engagé dans la quête, et à chaque fois qu'on retire un marqueur de temps de la quête, il subit un point de dégâts, sachant que vous avez aussi une traîtrise qui vous dit de retirer un compteur de dégâts supplémentaire à la fin de chaque phase de restauration. Donc là, vous partez sur 2 dégâts à chaque fois. Euh, le problème, en fait, c'est que le deck de rencontre, il est tout petit. Donc ici, je ne sais pas si vous le voyez, je vous avais déjà montré des tailles de deck de rencontre où il y avait 50 cartes, 50 à 60 cartes, mais ici je vous laisse compter, il y a 34 cartes en tout dans le deck de rencontre. Donc ça cycle, c'est ça le gros problème en fait, c'est que le deck de rencontre, il cycle très vite. Notez que c'est 34 cartes, mais évidemment, les Worms, ils vont avoir tendance à rester en jeu. Les lieux, quand vous jouez en multi, il y en a plusieurs qui vont rester en jeu. Donc les traîtrises dégueulasses, là, elles vont ressortir. Elles vont ressortir tout le temps, tout le temps. Le truc de mettre un dégât à tous les. Enfin, mettre un dégât par perso en jeu, ça va ressortir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est le gros problème du cycle, hein, comme je vous disais. C'est qu'en solo, ce scénario, il est complètement anecdotique, il se passe rien. En fait, parce que les ennemis par défaut ne vous attaquent pas. Donc en fait, vous vous promenez dans la forêt, quoi, c'est tout. Et par contre, en multi, ça devient vite le bordel. Ça devient vite ingérable. Donc d'un côté il se passe rien, c'est un peu embêtant, enfin c'est ennuyeux parce qu'il se passe rien, de l'autre c'est super frustrant parce que vous prenez des trucs qui vous mettent des bâtons dans les roues à tous les tours. Donc malheureusement, ni d'un côté ni de l'autre c'est très intéressant. Donc ce scénario à Fangorn, je vais le mettre en C, ça en fait un mauvais scénario pour moi. Voilà, l'expérience idéale c'est probablement à 2 joueurs, mais quand on dit qu'un jeu est de 1 à 4 joueurs, ben moi je prends toutes les configurations en compte pour juger les scénarios. On arrive du coup sur les paquets aventures du cycle.
avec le premier paquet qui s'appelle Piégé au pays de Dain. Alors, j'ai eu énormément de mal à juger ce scénario. Je ne savais pas comment, comment l'évaluer. Parce que les ennemis, bah, c'est les ennemis classiques pays de Dain qu'on va retrouver sur tout le cycle. Et moi, je suis tout à fait OK avec ces ennemis-là. Je les trouve très bien designés. Les lieux, bah, rien à signaler, je les trouve très bien designés aussi. Les traîtrises, bah, on retrouve les fameuses traîtrises dont je vous ai parlé qui en soi ne sont pas problématiques. Mettre un dégât, un dégât par perso, genre de truc, c'est pas problématique, mais ici vous voyez que le deck de rencontre est un peu plus gros, il fait 45 cartes. Donc les mêmes traîtrises ici sont moins impactantes que sur le scénario précédent du fait de la taille du deck de rencontre. Mais là où j'ai beaucoup de mal à juger le scénario, c'est à cause d'un effet en particulier. Je vous explique. Dans la première phase de quête, il faut mettre 18 marqueurs sur la quête, donc c'est pas rien, 18 marqueurs en solo par exemple. Et il n'y a que 2 compteurs de temps. Quand il n'y a plus de compteur de temps, chaque joueur défausse sa main et pioche 2 cartes. D'accord? Donc en fait, vous ne pouvez pas garder vos cartes en main. Sauf si vous arrivez à passer cette étape de quête en moins de 2 tours, enfin en 2 tours maximum. Si vous n'y arrivez pas, ben vous allez perdre votre main. Ok, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de poser le plus de cartes possible sur la table. Sauf que, ben une fois que vous allez passer la première étape de quête, on arrive à la deuxième étape de quête, qui nous dit, alors là je vous renvoie au fameux scénario du cycle 2 qui vous faisait perdre tous vos attachements objets et montures, ici. Chaque joueur défausse chaque objet et chaque monture qu'il contrôle. Bon, ben ça c'était comme avant, sauf que maintenant, chaque joueur choisit un allié qu'il contrôle et défausse chaque autre allié qu'il contrôle. Donc non seulement vous perdez tous vos attachements objets et montures, mais en plus de ça, vous perdez tous vos alliés, sauf un. Donc vos héros ils sont à poil, et vous n'avez plus qu'un seul allié. Donc là, vous êtes vraiment à poil de chez à poil. Vous pouvez même plus vous reposer sur vos alliés. Et ce qui va très souvent se passer, c'est qu'en plus de ça, vous avez perdu votre main. Je vous rappelle que tous les 2 tours, vous videz votre main. Donc si vous gardez vos cartes en main, en fait, idéalement, ce qu'il faut arriver à faire, c'est mettre 18 marqueurs sans poser d'alliés, sans poser d'attachement, en moins de 2 tours. Donc je pense que vous avez compris que c'est quasiment impossible. Quasiment, hein, vous allez me sortir des decks combos qui y arrivent, ok, mais c'est quasiment impossible. Et dans la foulée, vous allez chercher un ennemi clan du sanglier et vous le mettez engagé au combat avec vous. Donc vous n'avez plus rien. Et en plus de ça, vous prenez un ennemi dans la foulée. Alors, donc le scénario, il est très challengeant. Super, ok, la première fois, je me fais ramasser la gueule. Génial, je me suis fait défoncer, tout ce que j'aime. Mais je me suis pas défoncé par des traîtrises injouables, je me suis défoncé par un effet de jeu. Oh génial, ce scénario, il est plein de challenges, super chouette. Sauf que, on se rend vite compte d'un truc, c'est que ce scénario, il n'y a qu'une seule manière de le gagner. C'est du fait de ce qui va se passer à ce moment-ci à l'étape 2. Il n'y a qu'une seule manière de gagner, c'est il faut avoir des gros héros et ou il faut avoir de la pioche qui ne repose pas sur des alliés ou sur des attachements objets ou montures. Donc, vous avez Beravor, vous avez Erestor, vous avez Galdor, vous avez Chasseur de trésors expert avec Gandalf, tout ce que vous voulez, mais des trucs qui vont vous faire piocher grâce à vos héros ou à des attachements qui ne sont pas objets. Et en plus de ça, vu que vous allez vous prendre un ennemi directement, vous ne pouvez pas jouer avec 3 petits héros hobbits qui vont se débrouiller à poil. Il vous faut au moins un gros héros. Donc vous allez jouer un Gandalf, vous allez jouer un Aragorn, vous allez jouer un Boromir, ce genre de héros qui peut gérer à poil un ennemi qui va vous sortir dessus, parce que les ennemis, ils ont pas mal de... Ils sont assez costauds en règle générale. Hein, notamment, je vous montre celui qui est le moins méchant, ça va être celui-ci. Qui a 0 d'attaque de base, mais chaque fois que vous piochez, en fait, il a plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. Si vous allez le chercher, lui, comme la quête vous fait piocher une carte dans la foulée, il attaque déjà 1 avec 1 de défense. Évidemment, quand vous passez à l'étape 2, il y a en plus de ça un lieu actif qui va être mis en jeu, qui donne plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. Donc en fait, lui, il entre en jeu. Je vous rappelle que vous êtes à poil, hein.
D'accord, n'oubliez pas cette information secondaire, et que c'est à la fin de la phase de quête. Donc n'oubliez pas aussi que probablement que vous avez envoyé du monde en quête. Vous avez un ennemi qui tape à 2, ok, qui a 2 de défense et 5 points de vie. Si vous ne le tuez pas, au tour d'après, il attaque à 3, 3 de défense, 5 points de vie. Minimum. Hein, si vous repiochez avec un autre effet de carte, c'est 4 d'attaque, 4 de défense, 5 points de vie. Donc, et à poil, hein, je répète encore cette information qui n'est pas anodine, à poil, sans carte, sans attachement objet et sans allié. Donc, vous allez jouer sur des trucs pour contourner cette contrainte du scénario. Donc, typiquement, je vous donne un exemple, je vais jouer Noldor avec Restore parce que je m'en fiche qu'on me vide ma main, de toute façon je la vide moi-même. Et quand je vais être à poil, grâce à la mer, grâce à l'intendant du Gondor qui ne sont pas des objets, je vais très vite reformer mon board. Et au passage, je vais avoir des héros qui me permettent de tanker les 2 ou 3 tours qu'il me faut pour refaire un board. Et c'est tout. Et une fois que vous avez compris ça, ben ça c'est la faille du scénario. Et ça c'est ce que je reproche en fait à ce scénario au final, après avoir passé par toutes ces émotions, qui est oh génial, enfin oh mais non mais ce scénario est pourri, non mais en fait il est génial, non mais en fait il y a moyen de le casser. C'est que quand vous avez compris comment le jouer, il y a des decks pour gagner, et il y a des decks sur lesquels ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas jouer Swarm sur ce scénario, vous ne pouvez pas jouer Sylvain, vous ne pouvez pas jouer Nain, vous ne pouvez pas jouer Dale, vous ne pouvez surtout pas jouer Dale. Vous pouvez pas jouer 3 chasseurs. Vous pouvez pas jouer comment euh, Vagabond gris sur ce scénario. Ça marche pas. Par contre, Noldor, ça marche très bien. Boromir tactique, ça marche très bien. Gandalf, ça marche très bien. Donc il y a des trucs qui marchent très bien, il y a des trucs qui marchent pas du tout. Voilà. Donc en fait, ben, de ce fait-là, il y avait des bonnes idées, mais la réalisation a quand même des problèmes, a des failles. Donc je vais mettre piégé au pays de Dain en C, catégorie mauvais scénario, mais il m'a fallu beaucoup de temps avant d'arriver à une conclusion sur ce scénario. Alors on arrive aux 3 épreuves. Les 3 épreuves, c'est un scénario dans lequel on va devoir, bah, comme le nom l'indique, passer 3 épreuves, et à chaque épreuve on va devoir récupérer une clé. Voilà, la clé des sangliers, des loups et des corbeaux, de 3 manières différentes. Une en tuant son gardien, donc vous avez le gardien des sangliers, le gardien des loups et le gardien des corbeaux. Une en explorant un lieu, Galgal, qui va tomber au hasard si je dis pas de bêtises. Euh, et qui ont des effets sympas, hein. Il ne peut pas y avoir plus de 5 alliés en jeu. Quand un gardien attaque, mettez-lui 2 ombres. Et le troisième, quand un ennemi gardien a attaqué, augmentez la menace de chaque joueur de la valeur de menace de cet ennemi. Bon. Le plus méchant, c'est le maximum 5 alliés en jeu, puisqu'en fait, vous ne choisissez pas l'ordre dans lequel les lieux sortent. Si celui-là sort en dernier et que vous jouez à 4, encore une fois, on en revient à l'équilibrage en fonction du nombre de joueurs, il peut y avoir que 5 alliés en jeu, donc bah, vous avez probablement à 4 posé au moins 20 alliés. Bah, hop, il y en a 15 qui dégagent. Mais donc vous allez progressive, enfin vous allez l'un après l'autre affronter chacun des gardiens. Et une fois que vous aurez récupéré les 3 clés, les 3 gardiens vont revenir et vont tous engager le joueur qui a la clé correspondante. Donc si vous êtes en solo, vous avez les 3 gardiens d'un coup en fin de partie. C'est un scénario qui est pas mal en fait, si ce n'est que en fait, ces 3 gardiens sont quasiment les seuls ennemis en jeu parce que vous avez uniquement ce petit ennemi là qui va sortir du deck de rencontre de temps en temps, mais eux il n'y en a qu'un à la fois en jeu. Donc c'est juste des duels successifs contre les gardiens, et ce qui est un petit peu dommage du coup en termes de mécanique, c'est que si vous arrivez à gérer un gardien, vous arrivez à gérer les autres. Donc le plus dur c'est de gérer le premier gardien, une fois que c'est passé, il faudra entre guillemets seulement vous débarrasser des 2 autres à peu près de la même façon, c'est à peu près le même niveau de difficulté à chaque fois. Donc une fois que vous avez passé la première marche, les 2 autres c'est juste répéter ce que vous avez déjà fait jusqu'au final, mais le final, au moment d'arriver au final, vous serez mis en place. Donc voilà, c'est un petit peu répétitif, il y a des bonnes idées, c'est pas un scénario déplaisant, mais il manque un petit peu de variété pour être particulièrement mémorable, je trouve. Les 3 épreuves, ça va aller en B également. Alors, Panic at Tarbad. Ici, la mécanique du scénario, c'est quoi? C'est qu'en fait, au lieu de mettre des marqueurs de quête sur la première étape de quête, vous allez, chaque fois que vous obtenez un succès de quête, baisser votre menace, d'autant que vous devriez mettre des marqueurs sur la quête et
le but est de faire descendre votre menace à 0 pour arriver sur la deuxième étape de quête. Et alors, le but avec la deuxième étape de quête, c'est de... En fait, au lieu de mettre des marqueurs de quête de nouveau sur la quête, on va les mettre sur le lieu guet de Tarbat, et une fois qu'on a mis suffisamment de marqueurs sur le guet de Tarbat, on a gagné la partie. C'est tout? Ben oui, c'est tout. C'est tout ce qui se passe dans ce scénario. Il y a un ennemi, Belak, qui va venir en fin de partie, il fait pas grand chose, il est très anecdotique. C'est un scénario, l'idée de base était intéressante, mais ça manque de relief. En fait, comme vous baissez votre menace, mais en fait les ennemis, bah, enfin, vous leur échappez en fait. Hein. Je pense que c'est ça l'idée, c'est que vous vous cassez quoi, vous vous enfuyez. Mais donc littéralement, les ennemis, vous les temporisez comme vous voulez parce qu'ils auront toujours un niveau de menace supérieur au vôtre. Et donc vous pouvez gérer très facilement les trucs qui vont vous arriver dessus. Le scénario est facile, ça manque un peu de relief, c'est pas déplaisant, il n'y a rien de mal équilibré, c'est juste que c'est un peu trop facile à mon goût. Donc Panique à Tarbad, ça va aller en B. Voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas mémorable non plus. Alors, les Nin in Elf. Alors celui-là, quand je l'ai rejoué, je me suis dit, mais en fait, il est vraiment bien, il y a de la variété, parce qu'en fait, vous avez une première étape de quête qui va vous faire passer à une étape 2 au hasard parmi 3, qui vont vous faire des saloperies, et qui vont tourner entre elles. Et puis pareil, une fois que vous aurez passé une étape 2, vous allez passer à une étape 3 parmi 3 au hasard, et une fois que vous aurez passé cette étape 3, vous arriverez à l'étape 4. Et comme on est sur le cycle 4, il y a des mécaniques de temps. Donc, par exemple, vous tombez sur cette étape 2 là, qui vous dit quand les joueurs... attendez. Voilà, les effets de cartes des joueurs ne peuvent pas être utilisés pour gagner des ressources ou piocher des cartes. Ça fait super plaisir quand vous l'avez. Pas d'intendant du Gondor, pas d'héritage de Numénor, pas de rune de Daeron, tout ça, poubelle. D'accord? Vous jouez juste avec vos 3 ressources et les cartes que vous avez en main, démerdez-vous. Mais il y a un compteur de temps, donc si vous n'arrivez pas à mettre les 13 marqueurs ici, cette quête va être remélangée dans le paquet et vous allez en révéler une autre à la place. Donc celle-là, elle vous empêche de gagner des ressources ou de piocher des cartes. Il y en a une autre qui vous dit que si vous voulez engager des persos en quête, vous devez défausser une carte de votre main au hasard. Et puis il y en a une troisième qui vous dit que vous ne pouvez pas jouer plus d'une carte par tour. Voilà. Et là, je pense que vous voyez tout de suite le problème. C'est que moi, je trouvais l'idée de base intéressante. C'est-à-dire que vous êtes dans les marais, en gros. Et vous tournez en rond et vous essayez de trouver la sortie. Thématiquement, c'est sympa. Il y a quand même 2 petits problèmes. Le premier problème, c'est qu'en fait, les 3 premières étapes, enfin les 3 étapes 2 que je viens de vous montrer, ben, si vous les regardez bien, en fait, concrètement, il n'y en a qu'une qui vous permet vraiment d'avancer. Jouer une seule carte par tour, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est pénalisant, c'est horrible. Donc ça, quand ça vous tombe dessus en premier, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, bon, ben, il faut que je tienne 3 tours, le temps que les 3 compteurs sortent et que cette quête soit remélangée et qu'il y en ait une autre qui arrive. Celle qui vous dit que vous ne pouvez pas piocher ou jouer de cartes, pareil, si elle sort en premier, bah, il y a très peu de chances qu'en 3 tours, vous arriviez à vous en débarrasser. Donc en fait, vous tournez un peu en rond, mais ce que vous voulez, c'est finalement attendre le moment où vous tombez sur celle-là, qui ne vous empêche pas de piocher, de gagner des ressources, de jouer des cartes, qui vous fait juste défausser une carte de votre main quand vous partez en quête, ce qui n'est pas la fin du monde non plus. Et donc en fait, le problème c'est qu'il y a 3 étapes de quête, mais la seule chose qui se passe, c'est que vous attendez que celle-là tombe en fait. Et vous prenez votre mal en patience et c'est à peu près tout. Il faut résister le temps qu'elle sorte. Ça, c'est un premier reproche que je peux faire à ce scénario. Et le deuxième problème, je trouve, c'est que vous avez le même principe avec les étapes 3, mais que les étapes 3 sont beaucoup moins pénalisantes que les étapes 2 que je viens de vous montrer. Ici, il y en a une qui vous dit chaque lieu en jeu gagne un point de menace. Je vous laisse comparer ça avec vous pouvez jouer qu'une seule carte par tour. Si vous avez réussi à passer le truc de vous ne pouvez jouer qu'une carte par tour, plus un de menace sur chaque lieu, franchement, vous voyez ça, vous vous dites ok, merci quoi. Chaque joueur ne peut pas redresser plus de 5 personnages durant la phase de restauration. Bon, c'est je pense encore la plus méchante. Et diminue de 20 le coût d'engagement au combat de chaque ennemi en zone de cheminement. Bon, normalement, si vous avez passé l'épreuve d'avant, ça ne doit pas vraiment vous faire peur, quoi. Donc en fait, le problème c'est qu'il y a un gros
mur dans votre gueule quand vous commencez à l'étape 2. Et puis derrière, ben, il se passe plus grand chose. Il y a un ennemi qui va arriver en fin de partie, là, l'ancienne créature des marais, ben, quand elle arrive à la fin de la partie, ben, elle est très anecdotique aussi, hein, vous pouvez facilement la défoncer. Encore une fois, parce qu'elle arrive trop tard par rapport aux épreuves que vous avez eues précédemment. Donc ça, c'est un gros reproche qu'on peut faire. Et puis l'autre reproche qu'on peut faire, c'est que, bah, on en revient à ça, vous retrouvez les traîtrises dont je vous ai parlé, qui encore une fois sont tout à fait gérables individuellement, mais en multijoueur, bah, regardez la taille du deck de rencontre, voilà, on a 30 cartes, pas une de plus, dans le deck de rencontre, donc évidemment ça va ressortir ces traîtrises très 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 régulièrement. À 4 c'est complètement ingérable, donc on s'amuse pas en fait sur le scénario en multi. Euh, voilà, donc c'est un petit peu dommage. Alors ça par exemple, retirer un compteur de temps de la quête en cours avec renfort, vous êtes très content quand vous êtes tombé sur vous pouvez jouer qu'une carte par tour, et quand vous fait retirer des compteurs, là vous êtes super content, vous dites génial, je vais me débarrasser de cette quête très vite. Et puis quand c'est la quête qui vous permettrait d'avancer, que vous retirez des compteurs de temps, bah, ça fait pas le même effet quoi. Donc au final, les Ninelf, je vais le mettre en C, c'est un scénario qui est raté. Il y avait des bonnes idées, j'aimais bien cette idée de vous tourner dans les marais, mais voilà, encore une fois, c'est la finition qui pêche. Et l'équilibrage quand vous êtes à plus de 2 joueurs. Alors, l'avant-dernier scénario, le secret de Celebrimbor. Je me rappelle plus ce qu'on fait. Ça vous donne quelque chose, hein. Ça vous donne une idée. Ça manque un peu de relief, ce scénario. En fait, on va récupérer le moule de Celebrimbor, le fameux. Et en fait, l'idée du scénario, qui est pas mal, hein. À la base, il y a une bonne idée à la base. La mécanique est intéressante, c'est que on revient sur les compteurs de temps, hein. Ça je pense que vous avez compris comme d'habitude. Donc il n'y a littéralement pas un scénario sans un compteur de temps. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Donc en fait, quand il n'y a plus de compteur de temps, vous déclenchez les effets ratissage en jeu. Donc il y a toute une série de cartes qui ont des effets ratissage. Ici par exemple, voilà. Ratissage, renvoyer ce lieu en zone de cheminement et placer 2 marqueurs de dégâts dessus. Et alors, en fait, les ennemis essayent de ratisser les lieux. Et quand il y a autant de marqueurs de dégâts sur un lieu que le nombre de marqueurs de points de quête qu'on devrait mettre, ce lieu-là, il va en dessous de la fouille des orques. Et plus il y a de lieux en dessous, plus le scénario commence à devenir difficile. Donc vous montez de plus en plus votre menace et d'autres effets de ce genre-là. Il y a cet ennemi-là, Belak, qui va avoir d'autant plus de points de menace qu'il y a de lieux en dessous de la fouille des orques. Voilà. À la base, l'idée elle est bonne. Le problème c'est que, bah, comme on avait sur... Comment s'appelait ce scénario? Rencontre à Amondine au cycle 3, bah, il n'y a pas assez de pression justement. Enfin, chaque fois que j'ai joué ce scénario, on s'est retrouvé avec maximum un lieu en dessous de la fouille des orques. La plupart du temps zéro, donc ça marche pas quoi. Il n'y a pas assez de pression pour que la mécanique fonctionne et ça manque un petit peu de, voilà, ça manque un peu de variété et de relief au final. Euh, Vous allez simplement, une fois que vous aurez passé la première étape de quête, euh, et récupérer le moule de Celebrimbor, pardon, vous devrez simplement attacher le moule à Belak, si je me rappelle bien. Voilà, et puis il faut juste vaincre Belak pour récupérer le moule et c'est tout quoi. Bon, c'est pas. Et Belak il fait pas des trucs. Il attaque seulement à 5, hein. C'est pas non plus le. C'est pas non plus l'ennemi alpha quoi. Donc bah, ouais, pas déplaisant parce qu'il n'y a rien de particulièrement horrible dans le scénario, mais voilà, il n'est pas mémorable non plus. Donc le secret de Celebrimbor, hop, ça va aller en B. On commence à avoir plusieurs lignes en B. C'est juste moyen, quoi. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus. Et du coup, dernier scénario du cycle 4, la couronne d'Andouillé. Qui est, je trouve, un très bon scénario de fin, qui met une grosse pression. En fait, pour moi, il fait un petit peu miroir avec les Guet-Lizen, je trouve. On va avoir une très grosse pression mise par les ennemis. En fait, quand vous commencez la partie, il y a directement 2 lieux en jeu. Donc il y a le champ de bataille de Dain et je vais essayer de le retrouver. Le campement de guerre Corbeau. Alors je vous montre. Voilà le campement de guerre Corbeau. Et là vous notez que les lieux ont eux-mêmes des compteurs de temps.
donc qui partent à la fin de chaque tour, hein. Donc celui-là qui est en jeu quand vous commencez, quand il n'y a plus de compteur de temps, chaque joueur pioche la première carte du deck Corbeau et la met en jeu engagé au combat avec lui. Les ennemis, ils sont dans un deck Corbeau. Donc en fait, si vous n'arrivez pas à explorer ce lieu avant que tous les compteurs de temps aient été retirés, bah, vous allez vous choper un ennemi au hasard, hein. Et l'autre que vous avez, c'est le champ de bataille de Dain, si je dis pas de bêtises, qui vous dit que quand il n'y a plus de compteur de temps, chaque joueur répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle, X étant le nombre de cartes dans sa main. Donc on retrouve cette mécanique de vous pénaliser si vous gardez trop de cartes en main et que vous n'arrivez pas à vider votre main. Et en plus de ça, vous allez régulièrement chercher des ennemis, hein, puisque chaque joueur choisit un ennemi différent du deck Corbeau et le place dans la zone de cheminement. Donc vous commencez avec les deux lieux que je viens de mentionner, plus un ennemi. Quand vous allez passer à l'étape 2, vous allez prendre la première carte du deck Corbeau et la placer en zone de cheminement, pour chaque joueur. Et en plus de ça, bah, les quêtes, évidemment, quand elles ont des compteurs de temps, et quand vous retirez tous les compteurs de temps, voilà, ici par exemple, vous retirez un compteur de temps de tous les lieux en jeu, quand il n'y en a plus. Donc ça vous met, donc je vous rappelle, hein, quand il n'y a plus de compteur de temps sur les lieux, vous allez chercher des ennemis, vous prenez des dégâts, ici vous allez chercher une carte du deck Corbeau quand il n'y a plus de compteur de temps. Ici, quand il n'y a plus de compteur de temps, vous augmentez votre menace du nombre de cartes dans votre main. Donc d'une part, vous avez un gros afflux d'ennemis, et d'autre part, on attaque votre main. Et vous avez un final dans lequel il y aura le chef Corbeau qui va arriver au milieu de tout ça, qui va vous faire retirer des compteurs de temps du lieu actif quand il attaque. Donc ces lieux, bah, qu'est-ce qui va se passer? Comme ils sont quand même assez pénibles, vous allez voyager dessus, sauf que quand vous voyagez dessus et que le chef Corbeau attaque, vous retirez des compteurs de temps, donc ça va d'autant plus vite en fin de partie. Et vous avez évidemment le camp du chef Corbeau qui va vous empêcher de tuer le chef Corbeau tant qu'il est en jeu. Donc, ce qui est très bien sur ce scénario, c'est qu'il y a vraiment une pression constante, constante, constante. Il y a un afflux d'ennemis ininterrompu et la pression va monter parce que vous allez révéler des lieux et les lieux vont s'accumuler, mais les compteurs de temps vont tous se retirer. Donc il y a des moments où vous devrez faire des choix et vous devrez déterminer sur quel lieu est-ce que vous acceptez de faire des concessions. C'est-à-dire, bon, à un moment, il faut choisir, est-ce qu'on choisit de prendre des dégâts, est-ce qu'on choisit de monter notre menace, est-ce qu'on choisit d'aller chercher des ennemis. On peut pas gérer tous les lieux, donc à un moment, il va falloir qu'on prenne des décisions, quoi. Donc c'est un scénario qui met une très 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 belle pression, je trouve. Notez encore une fois qu'il est d'autant plus difficile que le nombre de joueurs augmente, parce que vous allez révéler d'autant plus de cartes, donc potentiellement d'autant plus de lieux avec des compteurs de temps. Donc paradoxalement, ce scénario est, à l'inverse de ce qu'on voit sur beaucoup de scénarios, augmente en difficulté à mesure que le nombre de joueurs augmente. Et pourtant, même au nombre maximum de joueurs à 4, il est tout à fait gérable. Et c'est même peut-être comme ça, à 3 ou 4, qu'il est le plus marrant, il est le plus sympa. C'est que là, il y a vraiment des choix stratégiques à faire. Donc vraiment un très 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 bon final pour le cycle 4. Et du coup, écoutez, la couronne d'Andouillé, j'hésite entre S et A, très honnêtement. Je pense que je vais quand même le mettre en A parce que je sais ce qui arrive derrière et que si je compare par exemple au sang du Gondor, je trouve que le sang du Gondor est mieux exécuté dans cette manière de mettre la pression constante et de vous obliger à faire des choix, et aussi plus stable entre l'expérience en solo, en duo ou à 4, tandis que la couronne d'Andouillé a plus tendance à varier en termes d'expérience selon le nombre de joueurs. Donc écoutez, je vais la mettre en A. Je pense que c'est vraiment un très bon scénario. Comme je vous dis, on est sur du A+, pour moi, avec la couronne d'Andouillé. Vraiment un scénario qui est très réussi. Alors, si je fais le bilan du coup de ce cycle, vous voyez que pour la première fois, il n'y a pas d'étron sur le cycle 4. Il n'y a aucun scénario qui est complètement raté. Et on a en fait un cycle que je considère moyen. Il y a des joueurs qui considèrent je pense Roxor par exemple considère que c'est un excellent cycle. Moi je ne vais pas jusque là.
Il y a des scénarios qui sont ratés, enfin que je considère ratés. Il y a des scénarios que je trouve très bons, le premier et le dernier. Et puis il y a des scénarios qui sont moyens. Derrière le cycle 4, il y aura le cycle 5 qui, a priori, je pense que vous vous en doutez, va vraiment taper dans le haut du panier en termes de notation. Mais en tout cas, ce cycle-ci, pour moi, c'est loin d'être le meilleur cycle du jeu, mais il est tout à fait au moins dans la moyenne supérieure de ce qu'on peut avoir sur le Seigneur des Anneaux. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette tier list vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je suis, à votre avis, complètement à côté de la plaque sur l'évaluation de certains scénarios. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles tier lists sur les cycles 5 et suivants et pour d'autres vidéos. D'ici là, jouez bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut, salut.